Bien. Une spire linéaire. Non. Un solénoïde de longueur L. Donc vous avez un solénoïde. Alors là, le solénoïde, c'est quoi? C'est une bobine longue. Alors le solénoïde, il est caractérisé par quoi? Donc la longueur L, elle est supérieure à R. Donc L, c'est la longueur du solénoïde. Et R, c'est le rayon du spire. D'accord? Alors, il comporte N spires circulaires jointives. Alors, spire jointive, ça veut dire qu'ils sont collés les unes aux autres. Qui sont collés les unes aux autres, c'est-à-dire c'est des spires qui font comme ça. Donc vous avez un solénoïde, vous avez l'axe, et vous avez des spires qui sont voisines les unes des autres, très collées. D'accord? C'est-à-dire il n'y a pas d'espace entre deux spires voisines. J'ai une spire qui est collée à sa voisine, etc., etc., etc. Okay. Okay. Alors, ça c'est la longueur L, et ça c'est le rayon R du spire. Bien entendu, ça c'est l'axe EZ. Ok? Elle est parcourue par un courant d'intensité I. Donc chaque spire est parcouru par un courant d'intensité I. Vous voyez? Il y a dans chaque spire un courant I. Et la même chose pour ces spires qui sont à droite. Etc. Ok? Donc vous avez I. Alors on nous demande de trouver l'expression du champ magnétique en un point M de l'axe. Donc regardez, donc qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que le conducteur, et quel est le conducteur dans ce cas? Ou bien le circuit, ou bien le solénoïde. Tout ça, c'est la même terminologie. Le solénoïde, il présente la symétrie cylindrique.
Le solénoïde il présente la symétrie cylindrique. Ok? Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Alors, ça veut dire que si je prends un point M qui appartient à un espace à 3 dimensions, M, il sera repéré par ses coordonnées R, θ, Z, et que la base de travail est, c'est la base des coordonnées cylindriques. Ok? Donc la base de travail, c'est la base des coordonnées cylindriques. Bien. Donc a priori, dans le cas général, B, on a un point M qui appartient à l'espace à 3 dimensions. Donc, a priori, il peut s'écrire sous la forme PR qui va dépendre de R, θ, Z, ER plus Pθ qui dépend de R, θ, Z, Eθ plus Pz qui dépend de R, θ, Z, EZ. A priori, c'est ça l'induction magnétique B ou bien le champ magnétique H. H, ça va être HR, ER, H plus Hθ, Eθ plus HZ, EZ. Bien, alors regardez. On me dit un solénoïde de longueur L, c'est-à-dire une longueur finie. Est-ce que le solénoïde est invariant par translation dans les directions? Est-ce que le solénoïde, longueur finie, est-ce que le solénoïde, si je le déplace dans une direction, est-ce qu'il va rester à sa place? Oui ou non? Est-ce qu'il est invariant, par translation? Il est fini. Invariant ou non invariant? Invariant ou bien variant? Variant. Donc il n'admet pas d'invariance par translation. Le solénoïde fini de longueur finie n'admet pas d'invariance par translation. D'accord? Bien. Est-ce que le solénoïde fini est invariant par rotation autour de Z? Est-ce que si je le tourne, il varie ou bien il ne varie pas? Il ne varie pas. Il est invariant par rotation. Le solénoïde est invariant par rotation autour de quoi? Autour de OZ, qui est engendré par le vecteur EZ.
Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que OZ est un axe de symétrie de révolution. C'est un axe de symétrie de révolution. C'est très important. Donc, d'après ce que j'ai vu dans le cours, si je me donne un point M, alors, pour un point M qui appartient à OZ, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que B en M, il est porté par EZ. C'est égal à quoi? B indice Z, qui dépend de quoi? En général, je suis encore dans les synonymes. Et elle dépend de R, mais je suis sur l'axe. Donc R, il est égal à quoi? 0. Il dépend de θ, mais j'ai l'invariance par rotation. Donc, il n'y a pas de dépendance par rapport à θ. Z. EZ. Donc c'est égal à B indice Z qui ne dépend que de Z. EZ. Sur l'axe, B ne dépend que de Z et il est porté par EZ. D'accord? C'est pour ça qu'on vous demande de chercher l'induction magnétique B sur l'axe. Parce que sur l'axe, c'est une expression qui est simple. D'accord? Est-ce que le solénoïde admet un plan de symétrie? Est-ce qu'il admet un plan de symétrie? J'ai un solénoïde de longueur fine. Je vous donne un couteau. Je vous dis, ou bien je vous demande de me découper le solénoïde en 2 morceaux symétriques avec un courant symétrique dans une partie par rapport à l'autre. Ou bien tel que le courant dans la première partie est symétrique à la deuxième partie. Comment vous allez faire pour le couper? Réveillez-vous. Voilà le solénoïde fil. Et vous avez un courant qui fait comme ça, qui tourne à la surface du solénoïde. Je vous donne un couteau et je vous dis de couper. Très bien. Ou symétrique. Exact. Au beau milieu. Au bon milieu. Il faut couper ici au beau milieu. Donc le solénoïde fini, il admet un seul plan de symétrie pi. Et ce plan pi, vous avez, si je prends un point M par exemple ici, j'ai ER, il est dirigé comme ça, ER, Eθ, EZ. Donc Eθ, il vient vers vous, et EZ, il est dirigé comme ça. Donc ça, c'est ER, Eθ, EZ. Donc le solénoïde, il admet un seul plan de symétrie. Alors, le solénoïde
admet un seul plan pi de symétrie passant par le milieu, c'est-à-dire passant par O. Il est engendré, pi est engendré, pi il est engendré par ER, Eθ, ER, EZ, Eθ, EZ. Par quelle base? Vous allez le couper comme ça. Donc, pi il est engendré par. Oui? Très bien. Il est engendré par ER, Eθ. Donc, si M appartient à pi, B en M, il est comment? Orthogonal à pi. Ça veut dire orthogonal à ça et orthogonal à ça. Donc, B en M, il est égal à quoi? Il est égal à B, indice, non? Oui, indice Z. R, est-ce qu'il dépend de θ? Il ne dépend pas de θ. Est-ce qu'il dépend de Z? Z, il est égal? Très bien. Z. Ok? Donc ici, P il est dirigé donc sur cet axe. P il est dirigé sur ce fond. B il est dirigé suivant Z. Sur l'axe, B il est dirigé suivant Z. Est-ce que le solénoïde, est-ce qu'il admet un plan d'antisymétrie? Regardez. Je veux un plan d'antisymétrie. Le courant, il fait comme ça. Et je vous donne un couteau et je vous demande de le découper en deux morceaux antisymétriques. C'est deux morceaux symétriques, mais avec des courants opposés. Comme j'ai dit dans le cours, l'antisymétrie, c'est la symétrie plus l'inversion. L'inversion des courants. Donc, comment vous allez le couper? Donc, vous l'avez coupé ici, ça vous a donné un plan de symétrie. Si vous le coupez comme ça en passant par là, ça va vous donner un plan d'antisymétrie. Et vous avez combien de plans d'antisymétrie? Vous pouvez le couper comme ça, comme ça, comme ça. Une infinité. C'est-à-dire qu'il suffit de passer par l'axe. Il suffit de passer par l'axe pour avoir un plan d'antisymétrie. Donc, le solénoïde admet une infinité de plans pi' d'antisymétrie alors qui passe par l'axe pi' est engendré par, alors par quel vecteur? ER, EZ, ER, Eθ, Eθ, EZ. ER, EZ. Par ER, EZ. Donc si M appartient à pi', j'ai B en M, il est parallèle à pi'. Ça veut dire que B en M, il est combinaison linéaire de ces deux vecteurs. Donc c'est B indice R qui dépend de quoi? De R.
Est-ce qu'il dépend de θ? Est-ce qu'il dépend de θ? Non! Il dépend de Z. ER plus P indice. Z qui dépend de R et de Z. EZ. Donc regardez P ici sur le plan pi, P sur le plan pi' et P sur l'axe. Et vous allez vous rendre compte qu'il est plus facile de calculer P sur l'axe. C'est pour ça qu'on vous demande de le calculer sur l'axe. D'accord? Ça c'est P sur pi. Ici c'est sur l'axe OZ. Et ça c'est P sur pi'. Ok? Bien. Alors, regardez comment je vais procéder. Tout ceci, c'est juste une préface, une introduction à l'exercice. Donc, maintenant, pour calculer B, qu'est-ce que je vais supposer? Donc, trouver une expression du champ B en un point M de son axe. Donc, je vais considérer que le courant dans le solénoïde, alors le courant dans le solénoïde, il a lieu où? A lieu à la surface latérale. Point. L'enroulement du fil de cuivre, il se produit à la surface du cylindre. C'est que me faut faire, non? Et les spires sont jointives, c'est-à-dire qu'elles sont collées les unes aux autres. Donc le courant se produit dans la surface latérale. Donc, le courant se produit à la surface latérale. D'accord? Alors, il peut être considéré comme une distribution surfacique du courant, c'est-à-dire une nappe de courant. Donc j'ai une nappe de courant. Quelle est la longueur de cette nappe? De longueur. La longueur de la nappe, regardez le solénoïde, c'est L. De largeur. Quelle est la largeur de la nappe? Regardez. Donc ça c'est la longueur. La largeur c'est ça. C'est combien? C'est le périmètre du cercle ou bien de la spire. C'est-à-dire 2 fois pi fois r. Et d'épaisseur, elle est comment? Et d'épaisseur quasi nulle. Donc c'est bien une nappe de courant. Alors regardez.
Donc, cette nappe de courant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la découper en des nappes élémentaires. Donc, je vais prendre une nappe élémentaire ici. Cette nappe élémentaire de largeur dz. D'accord? Donc, soit la nappe élémentaire de largeur dz. Si je vais découper une nappe élémentaire, elle est parcourue par un courant. Alors ce courant, il vaut combien? Donc j'ai, regardez, sur la longueur, sur toute la longueur, j'ai combien de spires? N spires. Donc j'ai NI courant. Donc j'ai NI sur toute la longueur et j'ai un courant élémentaire sur une largeur qui vaut dz. Donc ce courant élémentaire, c'est NI dz sur N. D'accord? Alors, cette nappe élémentaire, je vais la considérer, je vais la supposer comme une spire circulaire. Donc, la nappe élémentaire est équivalente à une spire. Alors, puisqu'elle est équivalente à une spire, elle va créer sur l'axe OZ une induction élémentaire. Alors elle va créer sur l'axe une induction élémentaire que je vais noter dB indice P en M qui est égal. Et la nappe, elle est centrée, en P. Alors, puisque c'est une spire, je vais utiliser la formule de la spire. La formule de l'induction magnétique de P créée par la spire sur son axe. Donc ça va être, c'est mu0 I dans la spire, c'est NI dz sur L. D'accord? Et je vais 2R ici. Ok? 2R, mu0 sur 2R. NI dz sur L. Ok? Sinus alpha à la puissance 3 EZ. Vous allez me dire où est le alpha?
Le alpha, c'est l'angle sous lequel le point M, c'est-à-dire le point M qui appartient à OZ, voit la note. Donc ça c'est alpha. D'accord? Ça c'est alpha. Donc cet angle-là, c'est pi moins alpha. D'accord? Alors maintenant, regardez. Qu'est-ce que j'ai? J'ai OM elle est égale à Z. Ok? Alors, j'ai tangente alpha. Tangente alpha, elle est égale à quoi? C'est 1 divisé par PM. Exact. Donc, c'est PM qui est égal à Z, et non OM qui est égal à Z. Donc, je vais prendre PM qui est égal à Z. Vous corrigez. PM qui est égal à Z. Donc, tangente alpha, c'est 1 sur... Très bien. Et même si je prends M égale à Z, il n'y aura pas de problème. Il y aura, regardez, même si je laisse OM, regardez, OM égale à Z. D'accord? Donc je vais avoir PM, c'est quoi? C'est PO plus OM. Et ce OM, il ne change pas. D'accord? Il ne change pas. Donc, pour simplifier, je vais prendre PM égale à Z. Alors, qu'est-ce que cela implique? Tangente alpha, elle est égale à quoi? C'est R sur PM. C'est bien ça. Ce qui veut dire que PM qui est égal à Z, il est égal à R sur tangente alpha. Donc, dz, c'est R d alpha que multiplie d de 1 sur tangente alpha. Et d de 1 sur tangente alpha, vous avez 1 sur tangente alpha, c'est cosinus alpha sur sinus alpha. Alors, si vous dérivez, ça va vous donner la dérivée du cosinus, c'est moins sinus fois sinus, c'est moins sinus carré alpha. Moins la dérivée du sinus, c'est cosinus fois cosinus, c'est cos carré alpha, divisé par sinus carré alpha. Et ça, c'est moins 1 sur sinus carré alpha. Donc, dz, c'est moins r d alpha sur sinus carré alpha. Ok? Donc, je vais le remplacer ici. Je vais avoir dB indice P
Au point M, l'induction élémentaire créée par la nappe élémentaire centrée en P. Au point M, elle est égale mu0 NI sur 2RL multiplié par DZ, c'est moins R d alpha sur sinus carré alpha multiplié par sinus à la puissance 3 alpha EZ. Vous allez simplifier par sinus carré. Il va vous rester dB, oui, et vous simplifiez par R. dB indice P au point M, c'est moins mu0 NI, moins mu0 NI, sur 2 fois la longueur du solénoïde que multiplie sinus alpha d alpha que multiplie EZ. Vous voulez l'induction totale P en 1. Donc il va falloir sauver toutes les inductions élémentaires qui sont créées par toutes les nappes élémentaires de l'extrémité gauche du solénoïde jusqu'à l'extrémité droite du solénoïde. C'est-à-dire qu'il va falloir intégrer. Donc P au point M. P au point M, elle est égale moins mu0 NI sur 2Z fois EZ, l'intégrale de sinus alpha d alpha. Alors, je vais commencer d'où à où. Lorsque je veux intégrer, je vais commencer d'ici jusqu'ici. C'est-à-dire, je vais commencer de alpha 2, qui correspond à cette extrémité, jusqu'à alpha 1. Donc, de alpha 2 jusqu'à alpha 1. L'intégrale de sinus, c'est moins cosinus. Avec le moins, donc ça vous donne, c'est moins good, mu0 NI sur 2Z EZ, l'intégrale de sinus, c'est moins cosinus. Avec le signe moins, ça va se transformer en plus. Très bien. Cosinus alpha compris entre la première, alpha 1, alpha 2. Bien. Alors, de alpha 1, oui,
Oui, c'est ça. De alpha 1 à alpha 2. Si l'intégral alpha 1 à alpha 2. نعم بنتي. L'intégral de sinus alpha d'égal. مالها؟ Alpha 1 sur alpha 2. Face alpha 2. Ici, vous avez raison. Vous avez raison. Oui. Oh, oui, 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 oui. De alpha 1 à alpha 2. Oui. Oui. C'est ce que je vais les mettre sur la figure pour qu'il n'y ait pas. Oui, merci. Je ne veux pas tracer une ligne droite parce que j'arrive pas. Hein. Je tremble. Regardez. Donc ça c'est alpha 1 et ça c'est alpha 2. Donc ça c'est alpha 2 et ça c'est alpha 1. C'est ce que j'ai dit. N'est-ce pas? Donc de alpha 1, alpha 2. Bien. Alors, B en M. Regardez s'il vous plaît. Il est égal mu 0 NI sur 2L EZ multiplié par cos alpha 2. Exact. Cos alpha 2 moins cos alpha 1. Sauf que, regardez, le sens des rotations de alpha, donc alpha 1 tel que c'est cet angle, il est négatif. Et alpha 2, c'est cet angle. D'accord? Donc cos alpha 2 moins cos alpha 1, vous avez alpha 1 négatif et alpha 2 négatif. Car le sens de rotation des angles, c'est quoi? Le sens positif, c'est ça. D'accord? Donc ça vous donne quoi? C'est il ne faut pas oublier avec alpha 1, alpha 2, tous deux négatifs. Donc, B en M, il est égal mu 0 NI sur 2L fois EZ, cosinus, je vais dire, valeur absolue de alpha 1 moins cosinus, valeur absolue de alpha 2, pour avoir quelque chose de... Pourquoi? Parce que cosinus moins x ou moins alpha égale à moins cosinus alpha. C'est bien ça? Non? Non, 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 non. 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 Cosinus alpha, tout simplement.
Bien. Ça va nous donner un champ négatif. Donc j'ai trouvé la parade. Voilà comment on va faire. Regardez s'il vous plaît. J'ai une petite erreur. Parce que ça va me donner, ça va me donner un champ négatif. Donc regardez, je reviens à l'intégrale. Lorsque j'intègre, puisque cosinus donc le sens positif il est là. Regardez, le sens positif il est comme ça. Donc lorsque j'intègre, lorsque je somme, je dois commencer par cet angle. Donc c'est alpha 2 et alpha 1. De telle sorte d'avoir ici cosinus alpha 1 moins cosinus alpha 2. D'accord? Cosinus alpha 1 ici. Regardez, je corrige. Il y a une petite erreur. Donc je commence par alpha 2, comme j'ai écrit tout à l'heure, moins alpha 1. Ici, je dois écrire alpha 2 et ici je dois écrire alpha 1. Pourquoi? Parce que le sens positif il est là. Donc je dois commencer le premier angle, c'est le plus petit, c'est alpha 2. Et le deuxième, c'est alpha 1. Donc ici, ça va me donner alpha 1. Maintenant, c'est quoi? Alpha 1 moins alpha 2. Alpha 1 moins alpha 2. Donc ça, c'est l'expression correcte. Bien. Alors, dans le cas limite d'un solénoïde infini, alors, lorsque L tend vers plus l'infini, c'est-à-dire dans le cas d'un solénoïde de longueur infinie, alors l'extrémité gauche elle va vers moins l'infini. Alors qu'est-ce qui se produit? L'extrémité gauche va vers moins l'infini. Si l'extrémité gauche va vers moins l'infini, alpha 1 il va vers regardez la figure. Si l'extrémité il aime chez le moins l'infini, alpha 1 il est égal 0. Alpha 1 tend vers 0. L'extrémité droite elle va vers plus l'infini. L'extrémité droite va vers plus l'infini. Donc alpha 2, il tend vers, très bien, il tend vers pi. Alpha 2 tend vers pi.
Donc je vais avoir cosinus 0 moins cosinus pi, c'est 2. Donc P en M, il est égal mu 0 NI sur L fois EZ. Et ce N sur L, on note petit n. Il est égal mu 0 NI EZ. D'accord? Avec petit n, c'est grand N sur L. C'est le nombre de quoi? Le nombre de spires par unité de longueur. Alors, petit n, grand N sur L, nombre de spires par unité de longueur. Maintenant, troisième question. À l'aide du théorème d'Ampère, montrez que dans ce cas limite, le champ magnétique est uniforme à l'intérieur du solénoïde et uniforme à l'extérieur. Calculez le champ à l'extérieur et à l'intérieur. Regardez. Maintenant, j'ai un solénoïde infini. Qu'est-ce que ça veut dire infini? Ça veut dire sa longueur j'ai un solénoïde L tend vers l'infini. Autrement dit, j'ai un solénoïde qui se répète jusqu'à l'infini. D'accord? Il obéit toujours à la symétrie cylindrique. Donc ça va vers moins l'infini et ça va vers plus l'infini. Est-ce qu'il est invariant par translation? Il est infini si je le déplace dans la direction Z. Donc regardez, j'ai P en M, a priori c'est PR qui dépend de trois composantes. ER plus Bθ qui dépend de trois composantes Eθ plus BZ qui dépend de trois composantes EZ. Ok? Donc si je le déplace dans l'axe, dans la direction de l'axe, est-ce qu'il est variant par translation dans Z ou invariant? Hein? Est-ce qu'il va changer ou non? Il est invariant.
Donc ça ne dépend pas de Z. Parce qu'il est invariant dans la direction. J'ai le circuit est invariant dans la direction EZ. Le solénoïde infiniment long, comme le solénoïde fini, il est invariant par rotation autour de l'axe. Vous le faites tourner, donc P ne dépend pas de θ. Il ne dépend pas de θ. D'accord? Et regardez s'il vous plaît. Le solénoïde infiniment long, je vous donne un couteau et je vous demande de le couper en deux éléments symétriques. Tout à l'heure, il y avait un seul plan de symétrie. Maintenant, une infinité. Vous le coupez là où vous voulez. Et là, toujours, il va rester la moitié à droite et la moitié à gauche. Parce qu'il est infiniment long. D'accord? Donc, le conducteur admet une infinité de points de symétrie pi engendrés par quel vecteur? ER? Oui, le deuxième? Très bien. Donc, le conducteur alors, le conducteur admet une infinité de plans pi de symétrie engendrée par... Très bien. Alors, si M appartient à pi, B en M, il est orthogonal à pi, c'est-à-dire il est égal à B, il est égal orthogonal à ER et à Eθ. BZ, est-ce qu'il dépend de R? Oui, a priori oui. Il ne dépend que de R. Est-ce qu'il dépend de θ? Non. Pourquoi? En vertu de l'invariance par rotation autour de θ. Est-ce qu'il dépend de Z? Non. En vertu de l'invariance par translation dans la direction Z. Donc, voilà votre P. À l'intérieur ou bien à l'extérieur, parce que quel que soit M, à l'intérieur ou bien à l'extérieur, il appartient à un plan pi de symétrie. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Je veux montrer que P à l'intérieur est uniforme. Je vais imaginer un circuit
Regardez s'il vous plaît. Donc, soit le contour fermé en BCDA. Regardez, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer le théorème d'Ampère, c'est-à-dire je vais calculer la circulation de B dl sur ce contour en BCD. Donc c'est égal l'intégrale entre A et B de B dl plus l'intégrale entre B et C de B dl plus l'intégrale entre C et D de B dl plus l'intégrale entre D et A de B dl entre A et B. B, il est dirigé suivant EZ. Sur AB, B, il est dirigé suivant EZ. dl, il est égal à dl EZ. D'accord? Donc, l'intégrale sur AB, de A à B, de B dl, c'est égal à l'intégrale entre A et B de B dl sans éclair. Or, entre A et B, R ne varie pas. D'accord? Parce que c'est un rectangle parallèle à l'axe. R ne varie pas. Or, B ne dépend que de R. Donc, je peux le sortir de l'intégrale. Et ça va me donner, c'est B à B fois l'intégrale entre A et B de dl, c'est quoi? C'est A et B. D'accord? Maintenant, sur quoi? Sur BC, dl, il est orthogonal à EZ. Donc l'intégrale de B dl, elle est égale à 0. L'intégrale entre B et C de B dl, c'est 0. Maintenant sur CD, dl, il est égal à moins dl EZ. Et B, il est égal à B dz. Donc l'intégrale entre C et D de B dl, elle est égale à l'intégrale de B dl, et ça, il est constant, je peux le sortir. Donc ça va nous donner moins B CD qui multiplie le segment CD. Et regardez, sur DA, dl, il est orthogonal à EZ. L'intégrale de DAA de B dl, donc, qu'est-ce que je peux dire?
La somme, ça, c'est BAB fois AB moins BCD fois CD. BAB fois AB moins BCD fois CD. Or, CD, il est égal à AB. Puisque c'est un rectangle. Donc, ça, c'est égal à quoi? C'est BAB moins BCD multiplié par AB. Elle est égale à la somme des courants à l'intérieur. C'est quoi? C'est ça. Regardez. Voilà votre solénoïde. C'est un cylindre. Et moi, je prends le courant, il est à la surface. Moi, je prends un contour à l'intérieur. J'ai dit que c'est un courant surfacique, sur la surface latérale d'un solénoïde, sur la surface latérale du cylindre. Moi, je prends un contour à l'intérieur. À l'intérieur, il n'y a pas de courant. Donc la somme est égale à 0. Et si la somme est égale à 0, ça veut dire B sur le segment AB égale à B sur le segment CD. Ça veut dire que B est uniforme à l'intérieur du solénoïde. Je peux faire la même chose à l'extérieur. À l'extérieur, je peux imaginer un contour rectangulaire comme ça et montrer que B sur ce segment, il est égal à B sur ce segment. Donc B, il est uniforme ici, mais il est différent du vecteur nul. À l'extérieur, B est uniforme, mais il est identique à un vecteur nul. Il est identiquement nul. Pourquoi? Parce que les lignes du champ sont à l'intérieur. Et vous avez cette extrémité, elle est rejetée à moins l'infini. Et cette extrémité, il est rejeté à plus l'infini. Donc les lignes du champ ne peuvent pas sortir d'ici, puisque c'est à l'infini. Ils ne peuvent pas sortir d'ici. Ils ne peuvent pas sortir de l'extrémité droite, ni entrer par l'extrémité gauche. Parce que cette ouverture, elle est rejetée à plus l'infini, et cette ouverture est rejetée à moins l'infini. Donc B à l'extérieur est différent du vecteur nul. De même, B est uniforme à l'extérieur et ici il n'y a pas de S, et identiquement nul. Ici il n'y a pas de S. B est uniforme à l'intérieur du solénoïde et l'addition est P. Donc B ça c'est extérieur.
Et ça, c'est intérieur. Maintenant, je vais déterminer ce P. Regardez ce que je vais faire. Je vais prendre un contour, ce qu'on appelle un contour à cheval. Un contour à cheval sur que je vais appeler A', B', C', D'. Et je vais chercher l'intégrale de PDL sur le contour A', B', C', D', A'. Un contour à cheval sur l'extérieur et sur l'intérieur. Vous savez ce que c'est à cheval? Cette chaise, elle est à cheval sur deux tables. Non, c'est ça ce que ça veut dire à cheval. Alors, soit un contour fermé, soit un contour fermé C qui est identique à A', B', C', D', A'. Alors ce contour à cheval sur l'intérieur et l'extérieur. Je vais calculer de BDL et je vais suivre le même procédé, le même chemin, la même route que celle empruntée lors du calcul de la circulation de P sur le contour fermé ABCDA. Ça va me donner quoi? Ça va me donner ça, c'est égal. PA' B' moins PC' D' multiplié par A' B'. Et ça, c'est égal à quoi? C'est la somme des courants enlacés. C'est μ0 que multiplie la somme des courants enlacés, c'est-à-dire les courants qui sont enlacés à l'intérieur. Et les courants enlacés, c'est combien? J'ai petit m, c'est le nombre de spires par unité de longueur, c'est-à-dire le nombre de courants par unité de longueur. Donc ça, c'est égal μ0 n i que multiplie la longueur du contour, c'est-à-dire A'. Attendez. Non, oui, j'ai oublié un détail. C'est incroyable. J'ai déjà montré que BC' D', puisqu'il est à l'extérieur, il est nul. Donc BC' D', il est là. Il est identiquement nul, puisque C' D' se trouve. Donc ici, c'est 0. Donc ça me donne PA' B' que multiplie A' B' égale μ0 ni A' B'. Donc B, elle est égale à quoi? μ0 ni fois EZ. D'accord? Donc vous avez
du segment A', B', c'est-à-dire P à l'intérieur, elle est égale à mu0 NI. Donc P c'est mu0 NI EZ. Bien. Alors je vous remercie pour votre attention et on continuera la semaine prochaine, Inch'Allah.